La nuit des territoires, territoire sensible. Par l'espace Mendes France à Chevigny. C'était Johan, Papa Constantino, un morceau à prendre au premier degré, tout comme le nom de son exposition, que vous pourrez retrouver au Confort Moderne à l'occasion de ce prochain week-end de rentrée. Dans cette troisième partie, avec Justine Sassonia, nous allons nous intéresser à ce que veut dire habiter. En effet, François, la définition la plus commune du verbe habiter pourrait être résider, loger, demeurer. Mais au-delà de cette définition strictement fonctionnelle, habiter, c'est surtout avoir son domicile quelque part, y résider de manière relativement permanente, bref, y vivre. On peut alors dire qu'habiter ne se résume pas seulement à dormir, manger et travailler quelque part. Ben non, François. Habiter, c'est aussi rêver, aimer, contempler, rencontrer et surtout se construire un espace à soi, un espace qui nous ressemble et dans lequel on se sent bien. Alors habite-t-on de la même manière à Chauvigny et à Poitiers ? Dans un centre-ville, dans une cité HLM ou dans un pavillon entouré d'un jardin où la haie bien taillée cache la vue des voisins. Exactement. En fait, où vit-on ? Comment vit-on et avec qui ? Quels sont nos liens à notre ville, à notre quartier, à notre foyer ? Quelles sont nos habitudes ? Qu'aimons-nous particulièrement dans notre environnement immédiat ? Si le chez-soi nous renvoie sans doute à ce que nous sommes, il n'en reste pas moins le reflet des profondes inégalités qui traversent notre société. Et les derniers confinements nous l'ont bien rappelé, nous n'avons pas accès aux mêmes conditions de vie. Et malgré cela, nous sommes toutes et tous attachés à notre chez-nous et au refuge qu'il représente. Habiter quelque part, qu'est-ce que cela signifie ? Pour répondre à cette question, Justine, vous recevez Cyrielle Potin, architecte à l'agence Corse et Roche et associée à Poitiers. La nuit des territoires de l'espace Mendes France à Chauvigny. Bonsoir Cyrielle Potin. Bonsoir Justine. Bienvenue dans la nuit des territoires. Je pense qu'on peut commencer par une question assez évidente, mais peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous définir le métier que vous exercez, architecte ? Alors voilà, je suis architecte. L'architecture en fait touche essentiellement au cadre de vie. Mon métier, c'est travailler déjà en équipe avec une multitude d'intervenants et concevoir en fait des espaces, des édifices pour justement permettre à chacun d'avoir un cadre de vie approprié à ses souhaits, à sa volonté. Donc c'est voilà, tout se réalise dans le respect de règles de construction, de concepts esthétiques, tout y en intégrant en fait des aspects sociaux, environnementaux, fonctionnels, financiers, quelle que soit en fait la taille, la fonction du projet. On va travailler à la fois pour des entités publiques pour apporter en fait un certain nombre de services publics auprès des administrés, mais on va aussi travailler à l'échelle du territoire, à l'échelle des particuliers, donc travailler sur de la maison individuelle, travailler sur des petites extensions et des micro-interventions. Voilà, donc l'architecte en fait il est un petit peu le concepteur, le chef d'orchestre de l'acte de construire pour travailler à différentes échelles de projet. On va donc, comme je disais tout à l'heure, travailler à l'échelle du territoire, à l'échelle des quartiers, de la ville, de l'îlot urbain. C'est ce qui regroupe en fait différents espaces à l'intérieur d'une ville. On va travailler aussi à l'échelle du bâtiment et de l'aménagement intérieur. Aussi, ça fait partie de nos différentes cordes qu'on pourrait avoir à notre arc. Voilà, donc on va travailler du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, toujours en relation avec le paysage et le cadre de vie et l'espace. Donc ça comprend un petit peu tout ce qui concerne la vie des habitants ? Tout à fait. Et lorsque vous construisez un bâtiment, un logement par exemple, à quels besoins ou exigences doivent-ils répondre ? Un bâtiment, à l'heure actuelle, doit répondre à beaucoup de normes. Notre métier a beaucoup évolué dernièrement et donc il faut qu'il puisse répondre à différentes caractéristiques. On va travailler sur le confort. Il y a différents types de confort. On a des conforts acoustiques, du confort thermique, le confort... on va voir le confort visuel aussi, l'intégration d'un bâtiment dans un paysage et il faut qu'il soit propre en fait, à la destination et aux besoins de l'habitant en lui-même, mais aussi de la population qui l'entoure et de la société qui l'entoure. Et par exemple, quand vous vous lancez dans un nouveau projet de logement, j'imagine qu'il y a des demandes particulières, des attentes des habitants, mais est-ce qu'il y a aussi des normes ou des règlements auxquels vous devez vous soumettre en tant qu'architecte ? Qu'est-ce qui guide finalement le fait de construire un habitat, un logement ?
Alors en fait, il faut savoir qu'on est contraint de suivre une réglementation qui, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus drastique avec les années. Donc en fait, d'abord, on a les contraintes urbanistiques. On va travailler à l'échelle du territoire. On est soumis à une réglementation territoriale qui est souvent établi avec le PLU, le plan local d'urbanisme. C'est ce qui nous donne toutes nos règles d'implantation par rapport au bâtiment. Ça va nous dire, voilà, on a une parcelle, il faut qu'on construise comme ça par rapport au terrain d'à côté, par rapport à la voie, il faut qu'on se raccorde de telle façon par rapport au réseau, qu'on ait les façades orientées comme si, telle hauteur de bâtiment. Voilà, ça va nous donner les grandes lignes, comment dire, la capacité de ce qu'on peut faire à l'intérieur d'une parcelle. Donc ça, c'est le préalable. Ensuite, après, on va avoir des contraintes qui vont être des contraintes constructives. On ne peut pas construire partout de la même façon parce que le terrain nécessite tel ou tel type de construction ou système constructif. Donc voilà, on va s'adapter aussi à ça, au contexte économique local et par rapport aussi au budget du client. Il va nous donner un budget, un programme avec des souhaits et là il va falloir qu'on s'y attelle. Et on a aussi la réglementation thermique à laquelle il faut qu'on se raccroche. Donc là, on va faire des études qui vont aller dans ce sens-là et faire en sorte que le bâtiment rentre dans ce cadre-là. On a beaucoup d'autres contraintes réglementaires. Après, malgré ces contraintes, on a aussi l'aspect esthétique du projet qui va rentrer en considération. Et là, c'est là où notre rôle en fait est important. Il faut qu'on réussisse à avoir un projet qui soit beau et fonctionnel et qui respecte l'ensemble des réglementations qui sont en rigueur. Et qui conviennent aux futurs habitants de ces immeubles. Voilà, un bon projet, c'est un projet qui fonctionne et qui convient aux habitants dans la façon de le vivre au quotidien. Un projet réussi, c'est un projet qui vit dans le temps. On va peut-être revenir sur la définition de certains termes qu'on entend mais dont on ne connaît pas forcément la signification et peut-être à la manière dont on construit un immeuble de logement par exemple. Qui décide de construire un immeuble ? Alors un immeuble de logement, il y a différents types de maîtres d'ouvrage. En fait, on a un client qu'on appelle le maître de l'ouvrage. C'est lui qui maîtrise l'ouvrage fini. Donc le bâtiment. Donc ça va être soit une entité publique, soit une collectivité, soit un promoteur privé qui peut être à l'initiative de ce projet-là. Et ensuite, nous, on va monter une équipe de maîtrise d'œuvre dans laquelle en fait l'architecte est mandataire, donc c'est lui qui est le chef d'orchestre de cette équipe. Et donc dans cette équipe, on va avoir différents intervenants qui sont des spécialistes. Clairement, nous sommes des généralistes. C'est un peu comme le médecin généraliste. On va le voir quand on a besoin de quelque chose, et si vraiment c'est trop spécifique, on s'équipe de spécialistes. Donc là, on va travailler avec des bureaux d'études spécialisés qui vont être des bureaux d'études de structure, des bureaux d'études de fluide, justement pour nous aider à rentrer en fait dans toutes ces contraintes réglementaires et y répondre au plus juste. Voilà, on va avoir des paysagistes, on va avoir des décorateurs, on va avoir des acousticiens. Voilà, ça peut être vraiment très très varié en fonction du type de projet auquel on répond. Très bien. Donc ça veut dire que finalement l'architecture, c'est l'affaire de plusieurs personnes et pas seulement de l'architecte, et que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe tout à fait, et qui réunit pas que le client et l'architecte et son équipe, qui va aussi travailler avec... on va avoir des services instructeurs qu'il va falloir aller voir, des architectes des bâtiments de France, on va intervenir avec une multitude d'intervenants qui ne sont pas forcément liés à la... Directement au projet. Au projet de construction lui-même, mais qui interviennent et qui vont donner leur avis et qui vont intervenir dedans. Donc malgré les souhaits du client et les réglementations en vigueur, on a encore toute une multitude d'interlocuteurs avec lesquels on travaille en collaboration. Cyrielle, François, je vous propose de partir maintenant direction les couronneries. Oui, les couronneries qu'on appelle aussi les coureaux ou la ZUP. On y va à place de Provence ou place de Coimbra le dimanche ou le mercredi matin également, jour de marché. Au milieu des tours, on trouve encore des produits du coin. La dernière ferme n'est d'ailleurs pas si loin, à seulement 500 mètres peut-être. On trouve de tout aux couronneries, toutes sortes de services, de commerces, qu'ils soient secrets ou exotiques, à l'ancienne ou plutôt street, cheap, wesh, administratifs, policiers, sportifs, ludiques, aérés et si bien orientés, posés comme ça au bord des crêtes plein sud. C'est un quartier qui correspond bien à notre sujet du territoire ce soir, car c'est à la fois un lieu de sociabilité et en même temps, c'est un paysage très contrasté.
Dans ce sujet, François, nous allons suivre Fanny Guérino, qui est artiste plasticienne. Avec l'association Chantier Public à Poitiers, elle a mené un projet intitulé Air de Bonheur, Air avec un E à la fin. En avril et mai dernier, elle est allée à la rencontre des habitants et des habitantes de la résidence Habitat Jeune Kennedy, donc dans le quartier des Couronneries, et leur a posé une question toute simple. C'est quoi habiter pour vous ? Quartier ! Le quartier se dégrade, il y a moins de respect, il y a plus de violence, les gens cassent. Pour habiter, il faut le respect, il faut être plus à l'écoute, ils font des ghettos, occuper plus les gamins, les activités sportives et les loisirs. Habiter dans une maison, être bien, c'est le bordel. Ils viennent faire des travaux chez nous depuis plus de 10 ans, sous l'amiante. Et qui donne sous sa merde. Bon, Fanny va arriver, c'était en train de se préparer, je crois. Fanny ? Coucou. Du coup, là, aujourd'hui, alors, Émeric et Salomé, c'est l'équipe d'étudiants qui m'accompagnent stagiaires à Chantier Public. Là, comme on compte les heures, on en est à 15 heures de collecte aujourd'hui, de présence ici à Kennedy et dans les alentours, autour du bâtiment en fait, principalement. Mon intervention dans le cadre de Barangay, qui est un cycle d'événements organisés autour du projet de destruction de cette tour Kennedy. Donc c'est un projet en partenariat avec Habitat Jeune Kennedy. Et donc la question que je pose, c'est quoi habiter pour vous, rentre dans un cycle de questions que je pose depuis 2013 avec ce même outillage. Les 11 questions qui ont été posées jusqu'à aujourd'hui sont bonheur, culture, rêve. Finalement, quand je pose la question de l'héritage et que juste après ou simultanément, je demande c'est quoi habiter pour vous, ça génère toute une émulsion de questions, de questionnements qui sont riches. Je suis une artiste invitée ici à Habitat Jeune Kennedy et je pose la question suivante, c'est quoi habiter pour vous ? Bah moi, comme on dit habiter, c'était les voisins, les habitants. Ouais, il y a du monde quoi. C'est ça qui est bien. Oui. Plus il y a de monde, plus il y a d'événements, plus il y a d'ambiance. Je sais pas, ranger ses habits dans sa maison, je sais pas. Pour dormir, enfin faire tout dans sa maison, en toute tranquillité. Et pas dehors, tu vois, parce qu'il y a trop de gens et tout. Oui, t'isoler. Ouais, voilà. Rester chez toi avec une télé, un truc comme ça. Des trucs qui peuvent t'aider à pas t'ennuyer. Être dans ta bulle aussi. Voilà. Tous les échanges qui ont eu lieu depuis le début de la collecte, que j'ai mis dans la boîte, qui vont être déclamés publiquement. Là où tu vis au quotidien, là où tu habites, tu payes le loyer, tu peux recevoir tes amis pour ne pas être à la rue. Une jeune qui m'a dit quelque chose comme... je ne saurais pas restituer ces mots précisément, mais ici, la ZUP, je suis née là, c'est notre histoire, on est la ZUP. Il y a vraiment une culture bien spécifique à ce quartier. Et elle l'a dit d'une manière assez touchante, elle l'a dit, moi j'ai passé mon enfance ici, aujourd'hui, voilà, ça fait partie d'elle en fait. Ça va, il y a le marché, il y a la poste, voilà quoi. On va dire, moi je considère là comme le centre-ville parce que je peux trouver tout là. C'est votre donc ouais, c'est ça, c'est ça. Le quartier, entre paisible et actif, avoir des activités. Je trouve qu'il manque un peu d'activité, comme tu l'as dit. Ils ont des frais pour aider les jeunes, pour le quartier, les jeunes du quartier. Mais nous, on n'a rien, on n'a pas d'activité. Regardez par exemple cet enfant, il collectionne des bâtons. Moi, si je déménage, je resterai ici. Qu'est-ce que vous aimez ici ? Tout, je sais pas, les autres habitants. Aussi les places, enfin ça va, c'est bien, c'est beau. Après, c'est pas le best mais c'est bien quand même, c'est beau. Habiter dans ce quartier, c'est un peu habiter avec d'autres personnes, cohabiter, quoi, les connaître, se faire des amis et tout ça, quoi, et être en même temps protégé. C'est important pour vous d'être protégé. Oui. Et si vous vous sentez protégé ? Non. Oui, un tout petit peu quand même. Non, avec les personnes, on va dire, il y a beaucoup de personnes un peu mal intentionnées, on va dire. C'est pas... Et donc comment vous faites dans ces cas-là ? On apprend à se défendre.
Décorer chez soi, habiter quelque part, avoir un toit au-dessus de la tête, se sentir bien, vivre aux normes de sécurité, ne pas avoir peur, vivre dans un endroit stable, loger, avoir un toit, cohabitation, soirée entre amis et famille, vivre dans un endroit stable, avoir un toit. On a fini. Merci. Merci beaucoup. Après cette rencontre avec les habitants et les habitantes du quartier des Couronneries, Héloïse est allée à la rencontre d'Étienne Lénac, qui est architecte et urbaniste au cabinet Lambert Lénac et chargé de coordonner le projet de réhabilitation du quartier des Couronneries qui a commencé depuis 2 ans. Nous, on avait un regard un peu distant, mais au coup d'œil général, si vous voulez, on trouvait que le quartier était plutôt en bon état, avec toutes les qualités urbaines, au fond, d'un quartier intéressant. C'est-à-dire, il y a des commerces, une grande place au cœur, des transports en commun, vous êtes au centre-ville ou à la gare en quelques minutes, des logements vraiment de très grande qualité, traversants, bien vitrés, avec des balcons, un modèle d'habitat très attractif. C'est plutôt un projet de prévention de la dégradation urbaine que de réparation. C'est-à-dire qu'il y a des premiers signes assez forts d'appauvrissement, de communautés qui s'isolent, etc. Donc la collectivité a préféré donner une impulsion assez tôt pour que le projet retrouve de son attractivité et ne devienne pas un quartier où on habite par dépit et subsiste comme un quartier central dans l'agglomération, attractif. Et le projet qu'on propose est un projet assez doux finalement. On installe des relations au sol pour que les cheminements soient clairs, d'essayer simplement de révéler ce qui est là, simplement par l'architecture du sol. C'est un projet qui est très peu destructif. On démolit quelques logements, mais c'est vraiment chirurgical, c'est vraiment des rotules qui créent des points de blocage dans le quartier. Mais la logique générale, c'est plutôt de conserver tout ce qui peut l'être. Ce qu'on a pensé, c'est que c'était un projet qu'il ne fallait pas faire avec violence. Il y a une sorte de doctrine un peu trop ancrée dans les esprits qui consiste à casser un maximum de bâtiments dans ce type de quartier, ce qui est très traumatisant pour les gens qui ont vécu des dizaines d'années. C'est très violent. Dire chez vous, c'est pas bien, il faut tout casser, il faut tout refaire. Ma conviction, c'est que c'est pas le cadre urbain qui crée la détresse économique et sociale. Il peut y participer dans certains cas, mais il faut pas se tromper sur l'origine du problème. Nous, on met en réseau les équipements publics qui existent, au fond, et ils sont nombreux. Il y a un lycée, il y a des écoles, il y a des équipements socio-économiques tout à fait qui fonctionnent très bien. Et en accord avec la collectivité, on trouve les conditions d'installation de nouveaux programmes. Et ça, le Grand Poitiers est très volontaire dans cette direction, puisqu'il y a un équipement d'enseignement supérieur qui est l'ESI, l'École européenne supérieure de l'image, qui va trouver son antenne sur ce quartier des Couronneries. Donc ça, c'est quand même une décision très forte de diversification et de volonté d'amener tous les publics dans ce quartier. Il y a aussi un projet de reconstruction du foyer de jeunes travailleurs, résidence habitat jeune, sur un modèle plus compact, un peu différent de celui qui existe aujourd'hui. Et ça, c'est un projet qui a été lancé. Et des programmes culturels donc, qui ne sont pas encore totalement confirmés, mais une nouvelle maison des associations, la reconstruction du Carré Bleu. Voilà. Donc vraiment une volonté très claire de consolider la centralité de ce quartier à l'appui d'équipements qui ne sont pas des équipements de quartier, mais qui sont des équipements de l'agglomération. Les premiers programmes de rénovation urbaine étaient plutôt dans une logique de diversification plus forte, c'est-à-dire, en gros, on démolit beaucoup et on équilibre la part de logements collectifs privés et la part de logements sociaux.
Il y a une sorte de désamour pour ce modèle de la ville moderne, ce qui fait que les gens préfèrent s'acheter une petite maison plutôt que d'aller s'acheter un appartement avec une vue magnifique sur tout Poitiers. À mon avis, ils ont tort. Mais nous, c'est aussi notre travail que de redorer le blason de ce quartier pour que les gens souhaitent y venir. Et la deuxième chose, c'est qu'entre-temps, il y a quand même eu cette prise de conscience sur le fait que démolir un bâtiment pour le reconstruire un peu différemment, c'était une catastrophe écologique. C'est-à-dire que l'énergie mise en œuvre pour construire est considérable, ce qui fait que vouloir faire des économies d'énergie en commençant par démolir ce qui existe, c'est une aberration totale. Nous écoutions donc Étienne Lénac, chargé de coordonner le projet de réhabilitation du quartier des Couronneries, un sacré projet. Et nous sommes toujours, nous, de notre côté, au restaurant Le Kiosque à Chauvigny. La cloche sonne, il est 21h et nous poursuivons cette nuit des territoires en compagnie de Cyrielle Plotin, qui est architecte. La nuit des territoires, territoire sensible. Cyrielle, on va s'intéresser un peu au cadre de vie et à la densité urbaine. Le quartier des Couronneries, en fait, a commencé à sortir de terre à la fin des années 60 et à cette époque, c'était un quartier très moderne qui proposait des logements très confortables à ses habitants, un confort que peut-être ils n'avaient pas connu jusqu'avant d'emménager dans ces immeubles. Pourquoi aujourd'hui la qualité de vie s'est dégradée? Qu'est-ce qui fait que la densité doit trouver un nouveau souffle? Comment on peut trouver des manières de rénovation très douces, comme disait Étienne Lénac, pour ramener quelque chose qui donne envie de s'approprier l'espace public, par exemple? Alors, Étienne Lénac a très très bien résumé en fait la situation. Les Couronneries, c'est pas un quartier qui est encore complètement en désuétude, bien au contraire. C'est un quartier qu'il est nécessaire de remettre à niveau pour le rendre de nouveau désirable. Donc la mairie, la ville de Poitiers en fait, fait en sorte de ramener en fait justement des équipements de l'agglomération pour rendre le quartier désirable et le rendre désirable pas que aux habitants du quartier mais aux habitants de Poitiers pour qu'il devienne un quartier à part entière qui soit fréquenté et pas qui soit fréquenté que par les mêmes personnes, justement pour éviter le problème du regroupement et de l'isolement en fait des populations. Donc ça déjà c'est très très important à mettre en place, donner une qualité de service en fait public et de service de proximité qui soit vraiment au niveau des attentes et des besoins actuels des habitants. En fait, il faut quand même savoir que le cadre de vie a beaucoup évolué depuis les années 70, que les besoins ne sont plus les mêmes, que la consommation n'est plus les mêmes et que du coup on ne consomme plus son quartier de la même façon. On ne fait plus que l'habiter, on le consomme aussi. Et donc il faut rentrer en fait dans ces évolutions-là et puis se mettre à la page et évoluer en fonction de ces demandes. En sachant qu'il faut aussi pouvoir anticiper les demandes et l'évolution en fait à venir pour les 30 prochaines années et que c'est un vrai travail de réflexion qui est à mener maintenant pour les prochaines années. Là, par exemple, dans le premier sujet qu'on a entendu avec Fanny Guérino, on entendait une jeune fille qui disait « je suis la ZUP », enfin « je vis la ZUP ». Pourquoi c'est important de s'approprier l'espace public comme ça, son quartier, son environnement et par quel processus ça passe, à part celui de la consommation ? Il y a le rapport social aussi qui est important en fait, le rapport sentimental, le rapport sensible à son quartier. On y habite, on s'y attache. Quand on y naît, c'est chez soi. C'est une façon de vivre avec le cœur son quartier et pas forcément qu'avec des services de proximité qu'on peut avoir. En fait, c'est deux niveaux de lecture qui sont différents et d'appropriation qui sont différentes, mais qui sont complémentaires. Et l'un ne va pas sans l'autre généralement. On a toute une multitude de sujets, de raisons pour lesquelles on s'attache à son quartier et l'attachement sentimental est vraiment prépondérant. Voilà, c'est l'esprit de village, on est chez soi, on est à la maison. Et la ZUP, même si c'est des tours où tout le monde est les uns à côté des autres, les uns sur les autres, où il y a une proximité, une promiscuité parfois qui est trop importante, eh bien on l'aime quand même, on s'y attache. Par rapport à la question du logement collectif, c'est un sujet qui peut être un peu délicat, puisque en fait, cette promiscuité peut peut-être un peu décourager certains habitants de choisir, certaines personnes de choisir ce type d'habitat. Vous en pensez quoi ? Alors il faut dire que les systèmes constructifs à l'époque ne favorisaient pas vraiment
l'intimité et l'acoustique. C'était pas des critères qui étaient vraiment prépondérants. Ce qu'on voulait à l'époque, c'était avoir une belle cuisine, avoir des sanitaires. En termes d'hygiène, voilà, on faisait des logements qui étaient hygiénistes, avec une lumière traversante, une qualité des espaces de vie, un bâtiment, un logement fonctionnel. Voilà, clairement, c'était les critères à l'époque. Ces critères-là ont évolué, on s'est rendu compte de la limite du système aussi. Et désormais, en fait, pour rendre peut-être le logement désirable, il faut justement améliorer les conditions de vie collectives et individuelles de ces résidents. Et donc, comment on fait ? On réhabilite les logements et on les rend plus adaptés. On essaye de leur donner plus d'espace extérieur, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas favorisés. On avait des espaces publics de très grande qualité. Cela dit, les espaces privés extérieurs n'existaient pas ou peu. Donc voilà, on essaye de redonner des espaces extérieurs en rajoutant, en les pluguant aux façades le plus possible, en évitant justement de déconstruire. On essaye de réadapter les structures existantes. De gagner un petit peu de place sur l'extérieur. Gagner un peu de place sur l'extérieur, tout à fait. Donner de l'espace en plus dans l'espace privé. Tout en restant en fait dans un système collectif. Vous parlez des balcons je ne sais pas en quelle matière ils sont en métal qu'on accroche aux barres d'immeubles. Tout à fait. En fait, on fait des doubles façades la plupart du temps. Enfin, ça dépend. Toute intervention est différente, mais oui, tout à fait. On peut venir faire une seconde peau sur le bâtiment pour donner des espaces extérieurs complémentaires. Alors, j'ai entendu dire que ça chauffait beaucoup quand le soleil cognait. Oui, alors ça dépend de la conception en fait. C'est vraiment après c'est notre rôle au niveau de nos interventions. Souvent effectivement on a créé pas mal de loggias, les loggias plein sud par exemple. Les loggias au sud c'est très bien, on a une très belle lumière, une terrasse de très bonne qualité, mais effectivement on a des problèmes de surchauffe pour certaines réalisations. Donc c'est là aussi où notre rôle est important. Il faut qu'on fasse attention à ne pas créer plus de dysfonctionnements dans nos interventions que ce qui n'existe déjà. L'idée, c'est d'améliorer le cadre de vie, pas de le dégrader. Et donc là, tous les enjeux sont là, en fait, pour nous, dans nos interventions. Donc c'est très important. François, je crois que c'est l'heure d'une petite pause. Petite pause musicale. Eh bien, nous allons écouter un groupe qui est le choix musical de notre réalisateur Victor. On écoute le trio Grand Bleu Canap et une de ses chansons d'intérieur, Élevée en plein air. Pour la première fois, depuis bientôt 20 ans, mon joli balcon attire le regard des passants. Le feu prend le parquet lustré, mange les livres illustrés, mais le lustre reste accroché. Au revoir les moulures, les grands rideaux azur et la grande cheminée, trop longtemps condamnée. Le feu prend le parquet lustré, mange les livres illustrés, et le lustre tombe sur le plancher. L'appartement brûle, faubourg du Temple. L'appartement brûle, les souvenirs du temps. Les souvenirs du temps, Pour la dernière fois, j'ai regardé dans le miroir. J'ai vu un soupçon de joie au fond de deux grands yeux noirs. Le lit est un grand cendrier et je suis le dernier mégot. Tout le luxe part en fumée. Quand commencera l'enquête, les preuves seront noyées et la petite allumette n'a rien à déclarer. Le lit est un grand cendrier et je suis le
souvenirs du temps. Les souvenirs du temps. C'était Grand Bleu Canap avec ce morceau Faubourg du Temple. La nuit des territoires. Territoires sensibles. Vous écoutez la Nuit des territoires de l'espace Mendes France. Nous sommes toujours tranquillement installés à la terrasse du café-restaurant Le Kiosque à Chauvigny avec Cyrielle Potin, architecte, et avec qui nous parlons de ce que veut dire habiter. On parlait tout à l'heure du logement collectif, Cyrielle. Est-ce qu'il y a un habitat idéal ? L'habitat idéal chez le français et chez l'européen ou l'occidental en général, c'est la maison individuelle, habiter chez soi, dans son jardin, avec ses espaces privatifs, où il a un rapport à l'intimité et à l'individualité qui est propre à lui-même. C'est vrai que c'est très très ancré culturellement, c'est même systémique. C'est l'appropriation de son chez-soi passe. La réussite, en fait, passe par l'achat de sa maison, comme on peut avoir sa voiture, un peu moins maintenant, parce qu'écologiquement, c'est moins mode. Mais avoir sa maison individuelle, c'est vraiment un idéal, clairement, d'habiter. C'est évident. Qu'on habite en ville ou à la campagne, finalement, on a le même idéal d'habitat. Tout à fait. Alors c'est assez marqué et ça se voit énormément. Alors c'est un phénomène qui se voit beaucoup en périphérie des villes et des villages. Ça se voit tout de suite. Vous arrivez sur une agglomération, généralement vous avez des nappes de pavillons qui inondent les alentours des villes. Et après on arrive dans un système urbain beaucoup plus dense, beaucoup plus construit, où il y a de l'habitat individuel qui va après se diversifier, devenir un petit peu plus dense, un petit peu plus... Voilà, on va arriver sur du logement un peu plus collectif, et puis on aura des choses qui seront beaucoup plus hautes, et donc qui seront avec des artères qui seront beaucoup plus composées. Mais effectivement, l'habitat individuel, c'est quelque chose qui est bien ancré et qui est voué à se développer encore plus, et ça fait une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années que ça se développe, et que ça prend beaucoup de territoire. Et est-ce que cet habitat idéal vers lequel on tend plus ou moins tous, consciemment ou non, est-ce que c'est un idéal qui est adapté à nos modes de vie aujourd'hui et qui correspond encore aux enjeux actuels du logement ? Alors on a des enjeux du développement des villes. On a des enjeux environnementaux où on se rend compte que c'est un modèle qui a ses limites, lui aussi, qui favorise pas mal le développement. Enfin, c'est un développement de masse qui favorise pas mal l'étalement urbain et rural, qui génère une destruction quand même massive des terres agricoles, qui porte atteinte à l'équilibre aussi naturel du territoire et des écosystèmes, donc c'est un petit peu compliqué. On a des réductions de surface perméable qui sont de fait imposées. On va voir une modification de la morphologie des sols, modification de la faune, de la flore locale. C'est assez compliqué parce que ça va générer des problèmes environnementaux lourds qu'on peut constater, comme ces derniers jours, on peut le voir dans le Gard, pas plus tard qu'hier. On a des risques d'inondation qui sont majorés, on a des glissements de terrain qui sont possibles, on a une suppression des espèces aussi faunistiques et floristiques qui s'accélèrent. On va avoir des problèmes aussi météorologiques qui vont se créer aussi, qui vont être favorisés en fait par ce type d'intervention. Alors il n'y a pas que le logement individuel, la maison individuelle qui favorise ça, c'est un ensemble, mais effectivement ça y participe énormément, et c'est un modèle qui tend à évoluer et qu'il va falloir apprendre à mettre de côté pour favoriser d'autres types de modes de vie et d'autres formes d'habitat. Et très, très rapidement, comment on peut faire évoluer ce schéma-là ? Alors il faut apprendre à concevoir le territoire de façon plus raisonnée. Je pense que c'est un préalable, et je pense que notre profession, avec les urbanistes, a ce devoir-là de rendre visible les phénomènes qu'engendre la mode du lotissement et de l'habitat individuel, du logement individuel, et montrer qu'on peut construire autrement tout en vivant dans des modes d'habitat qui sont compatibles avec ce qu'on souhaite à terme.
et qui sont compatibles aussi avec l'environnement et les contraintes écologiques qui sont importantes en ce moment et qu'il faut absolument respecter, parce que là on est voué à l'échec clairement. Donc habiter, c'est aussi penser à long terme. Oui, penser à l'avenir. Habiter, on l'a vu, c'est se construire un espace à soi. Dans cet espace que l'on s'approprie, il est souvent question d'objets auxquels nous sommes attachés ou qui reflètent notre mode de vie ou qui nous rappellent des souvenirs. Cyrielle, est-ce qu'il y a un objet que vous aimez particulièrement chez vous ? Un fauteuil, de la vaisselle. J'adore mes chaises. Voilà, pouvoir être assise, me poser. Et c'est une façon d'être chez moi. Une fois que je suis posée, je suis chez moi et ça veut dire que c'est bon. Je suis dans mon monde. Nous allons maintenant écouter Fanny Logier. Elle sera sans doute sensible à vos propos, Cyrielle. Fanny est céramiste et Pierre Gilbert, lui, est sociologue. Tous deux nous entraînent au cœur du foyer, dans le chez-soi, cet espace intérieur que nous nous approprions par l'aménagement des espaces, la décoration ou encore les objets. Alors le beau, pour moi, c'est quelque chose qui doit toucher les gens. Le beau, c'est pas forcément l'esthétique finalement. Et j'aime que les pièces touchent les gens, les fassent un peu vibrer, même au quotidien, dans des situations banales. Ouais, pour moi, le beau, c'est une émotion, oui. Je m'appelle Fanny Logier, je suis céramiste. J'ai créé mon atelier maintenant il y a plus de 10 ans. Je travaille la porcelaine depuis le départ et je réalise une production de pièces utilitaires et ou décoratives. L'idée, c'est que ce soit beau et utile. Je suis Pierre Gilbert, je suis sociologue à l'Université Paris 8, donc j'enseigne au département de sciences politiques et puis mes travaux de recherche portent sur la sociologie des classes populaires notamment, et donc je me suis intéressé notamment à la question de la ségrégation raciale, de la ségrégation de classe dans ce cadre-là, mais aussi donc au rôle du logement dans la vie des classes populaires. Et puis j'ai prolongé un peu cet intérêt pour la question du logement dans un post-doctorat qui portait sur la question du genre et de la division du travail domestique et ses variations selon les classes sociales. Il y a en fait une transformation un peu des goûts et la valorisation d'un goût moderne qui est largement en fait nourri par à la fois les grandes enseignes d'ameublement, etc. et de décoration, mais aussi par certaines émissions qui sont très populaires à l'époque et qui se développent à partir du début des années 2000 et en particulier l'émission de Valérie Damido. Des échos. Et donc il y a une forme de construction en fait d'un goût moderne qui reste populaire mais qui reste quand même moderne et qui s'oppose en particulier aux générations plus anciennes. Et qui va être particulièrement porté par les femmes et qui va aussi se déployer d'une manière un peu épidémique par les visites, les réceptions qu'on a chez les unes et chez les autres et où on va s'inspirer aussi un peu des goûts, des formes d'aménagement qui sont produites dans les logements de l'entourage pour ne pas avoir le sentiment d'être délaissé de ce processus de transformation sociale qui est en fait aussi un processus qui est souvent lié à des formes de petites promotions sociales pour des femmes dans cet espace qui acquièrent une forme de respectabilité par leur travail, etc., mais aussi par la manière dont elles aménagent le logement. Je regarde ce qui se fait, mais c'est vrai qu'après, les sources d'inspiration, c'est beaucoup plus personnel. Donc après, c'est toujours mieux d'être dans la mode, mais finalement, le mieux pour un objet, c'est d'être intemporel et puis de garder quelque chose. J'espère que mes objets, ils plairont toujours dans 10 ans, dans 20 ans, j'espère. Mais bon, j'évolue aussi, hein, c'est inconscient, mais bien sûr qu'on évolue quand même avec la mode. Finalement, même si on dit non, 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 il y a quelque chose d'inconscient qui fait qu'on l'intègre. On l'intègre. Ikea, c'est pas le même mobilier scandinave que les marques extrêmement chères et raffinées et distinguées de grandes marques du design danois, par exemple, etc. Donc il y a des différences qui sont très importantes. Par ailleurs, il n'y a pas aussi une uniformisation dans le sens où il y a aussi à chaque fois une appropriation personnelle.
bricolé, etc., à la fois de ce qui est proposé dans ces émissions, mais aussi de ce qu'on peut acheter en fait dans ces grands magasins, qui fait qu'il y a aussi à chaque fois une touche personnelle qui donne vraiment un sens au mot appropriation. Il y a une appropriation de l'ameublement et on y donne aussi à chaque fois un sens personnel. C'est vrai que la pièce, bon, elle est dans l'atelier, mais elle prend vie quand elle s'expose au regard des autres et puis qu'elle va chez les gens. Quand on la voit in situ, ça, j'adore voir mes objets. Et donc, ça m'arrive, oui, d'avoir des retours de mes clients, des photos des pièces dans leur intérieur, comment ils se l'approprient. Il y a certaines fractions des classes supérieures ou de la bourgeoisie qui font ce travail de réappropriation en fait, du patrimoine. Et c'est notamment le cas de ce qu'on appelle les gentrifieurs, qui valorisent beaucoup la mixité sociale, qui valorisent beaucoup le patrimoine populaire en fait, du quartier dans lequel elles s'installent souvent, et qui peuvent se réapproprier ces objets qui ont, à un moment donné, été considérés comme ringards par ce même groupe social, mais à un moment différent de l'histoire. Ça peut être aussi de valoriser des origines populaires qu'on peut avoir soi-même, mais aussi de se distinguer d'un goût qu'on peut juger nouveau riche, qui valorise forcément le neuf, etc. Donc il y a aussi, en lien aussi avec l'idée de réutiliser des objets qui existent déjà et avec un rapport à l'écologie, à l'environnement, qui peut être aussi politiquement très différent. Mon appréhension de l'objet, c'est vrai que chez les céramistes, il y a quand même toujours un côté utilitaire. Mais en fait, je l'envisage plutôt comme un prétexte pour développer des volumes et parler de ce dont j'ai envie de parler. Mais ce n'est pas une finalité, en fait. C'est juste un prétexte. Je fais des coupes. Si on peut s'en servir, tant mieux. Mais il y en a plein dont on ne peut pas se servir. Alors, ça interpelle un peu les gens parce qu'on me demande toujours « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ?» Des fois, il n'y a rien, en fait. C'est juste un contenant. Mais c'est aussi peut-être une sculpture, finalement. On ne sait pas. C'est un peu le Graal pour les objets. C'est qu'après, on a vraiment un langage et qu'on arrive à cheminer autour de ce langage et puis, du coup, d'avoir... Oui, une espèce d'intemporalité, ça c'est formidable, oui. Cyrielle Potin, donc vous êtes architecte, nous échangeons avec vous sur les manières d'habiter. On vient d'entendre un sociologue nous parler de l'appropriation de l'espace intérieur. Est-ce que dans votre profession, vous êtes amené à échanger avec des chercheurs, des sociologues, des anthropologues sur la manière d'habiter, sur les modes de vie? Alors, dans la pratique du quotidien, l'architecte qui conçoit et qui réalise les œuvres, les bâtiments, clairement, on a très très peu d'échanges. Après, on a différentes pratiques et certaines équipes de maîtrise d'œuvre peuvent avoir des sociologues dans leurs équipes, mais ça reste très très à la marge. Effectivement, on va avoir des spécialistes chercheurs dans notre secteur, donc architectes, chercheurs, ça existe. Très peu, mais ça existe, qui vont, eux, effectivement, travailler sur ces questions-là de sociologie. C'est des choses qu'on aborde effectivement dans les études, mais qui sont plutôt mises de côté dans la pratique du quotidien. Et du coup, comment vous faites évoluer les propositions que vous faites en termes de logement? C'est-à-dire que comment on passe de la cuisine ouverte, de la cuisine fermée à la cuisine ouverte? Comment on passe d'espaces comme ça très, très décloisonnés? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que ça vient d'observation, de demande? En fait, on voit les modes de vie évoluer et on a des maîtres d'ouvrage, donc nos clients, qui, eux, voient évoluer les modes de vie de leurs utilisateurs, des habitants, et qui ont des demandes, eux, spécifiques par rapport à ça. Donc, en fait, on répond à leurs demandes et au fur et à mesure, on prend des habitudes de conception qui évoluent avec le temps, effectivement, et qui viennent à changer en fonction des années. Donc effectivement, cuisine ouverte, cuisine fermée, avoir des espaces de vie extérieurs, type terrasse, balcon, plus ou moins conséquents. Voilà, ça va faire partie des choses qui vont évoluer effectivement dans le temps et sur lesquelles on va intervenir. Par contre, effectivement, il y a un effet de mode, je pense, qui se crée et c'est pour ça qu'il faut que nous, on puisse rendre nos logements modulables et adaptables dans le temps pour justement permettre cette évolutivité-là. On a entendu Fanny Laugier parler du rapport à l'objet, notamment, et Pierre Gilbert à la décoration. Vous pensez des espaces, votre profession est faite pour penser des espaces, des circulations. Est-ce que vous pensez aussi, au moment où vous créez des logements, vous les dessinez
aux objets qui y seront installés. Oui, tout à fait. En fait, dans la pratique, clairement, tous les projets de logement qu'on fait, on les met avec des simulations d'aménagement. Voilà, on a toujours le canapé, les objets de bibliothèque en fait sur nos logiciels qui sont tous là. Et effectivement, on a nos mobiliers de cuisine, on a nos mobiliers, nos chaises, nos meubles, et on fait des simulations d'aménagement pour être sûr qu'en fait nos bâtiments soient logeables. Sans ça, on se rend compte des fois, on a beau avoir les surfaces qui vont bien, mais les espaces sont pas configurés pour être vécus, et donc ça peut pas fonctionner. Donc effectivement, on fait des simulations systématiques, et tant que les simulations ne fonctionnent pas, généralement on révise nos projets. Ça peut être long. Et est-ce que ça vous est arrivé de constater qu'un projet que vous aviez pensé être habité de telle manière, finalement, avait été totalement investi différemment par les personnes ? Oui, tout à fait. En fait, je pense que ça arrive dans 100% de nos projets, où effectivement on fait des projets de simulation, on les met en application, on construit nos bâtiments, les utilisateurs rentrent à l'intérieur, alors que ce soit un habitant pour une maison, ou que ce soit un médecin dans un cabinet médical, ou que ce soit n'importe quel utilisateur ou habitant. Effectivement, on se retrouve avec un bâtiment qui évolue assez rapidement et qui n'est pas forcément conforme à ce qu'on avait prévu. Et c'est là toute la contrainte en fait, et les enjeux de notre métier, c'est qu'il faut qu'on puisse permettre à notre bâtiment, même si on l'a prévu de telle manière, il faut qu'il puisse évoluer d'une autre manière. Donc il faut vraiment tout prévoir, quoi. Tout de suite, une petite pause musicale avec un groupe très local, puisqu'ils nous viennent de Chauvigny. Il s'agit de Miguel à la contrebasse et de Bonze à la guitare-chant. On écoute The Moon Killers. Moi-même je ne sais pas vraiment, je suis toujours à la limite. C'est moi le roi du boniment. Ne me juge pas trop vite l'ami, en me traitant de charlatan. Moi je vends l'espoir en bouteille, est-ce que tu peux en dire autant? La vie est sacrément injuste. Pourquoi les noirs, pourquoi les blancs? Les miséreux au bord des routes, les bien lotis, les bien portants. Et même si je n'ai pas le courage de changer tout cela vraiment, moi je vends en bouteille espoir. Est-ce que tu peux en dire autant? Allez. Leur en donneront pour leur argent. Je connais des recettes indiennes et même certaines de grand-maman. Moi je vends l'espoir en bouteille. Est-ce que tu peux en dire autant? Mal de dos, fièvre soudaine, chute de cheveux, orage de temps, fatigue, douleur, navoue ancienne. Faites de confiance à Maison Gant. Pour guérir, faut surtout y croire. Se battre et regarder devant. Moi je vends l'espoir en bouteille. Est-ce que tu peux en dire autant? Allez, allez. C'était le plus beau des spécimens de sosie de Tom Waits, ici à Chauvigny, avec son groupe The Moon Killers et sa chanson Le Roi du Boniment. La nuit des territoires de l'espace Mendes France à Chauvigny. Vous êtes toujours dans la nuit des territoires consacrée aux territoires sensibles, une émission de l'espace Mendes France, et nous sommes toujours
au café et restaurant Le Kiosque à Chauvigny avec Cyrielle Potin, architecte, pour parler de nos manières d'habiter. Et nous allons maintenant nous intéresser à celles et ceux qui seraient prêts à risquer leur vie pour rester habités à l'endroit qu'ils aiment. Car la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, n'est-ce pas Justine ? Non François, pluie, tempête, marée, inondations viennent parfois gonfler les eaux paisibles d'un jour et bouleverser le quotidien des personnes qui habitent en zone à risque. Quand c'est monté, pas plus d'inquiétude que d'habitude. Cependant, c'est monté très vite cette année, puisque d'habitude, on a un petit repère dans la prairie. Il y a eu des poteaux, mais cette année, les poteaux sont partis, donc on n'avait plus notre repère. Mais on savait que c'était progressif, en général, c'est progressif. Et cette fois, on s'était dit, demain, il va falloir vider la cave. Sauf que le lendemain matin, il y avait déjà plus de 20 cm d'eau dans la cave. Karen vit avec sa famille à Saintes, près du fleuve Charente. Karen a l'habitude des crues et pas forcément de s'en inquiéter. Pourtant, en février 2021, lorsque l'eau continue de monter, elle réalise qu'il s'agit d'un événement climatique particulièrement intense. Dans le journal Sud-Ouest du 7 février, on peut d'ailleurs lire « La crue a atteint 5,94 m à 13h à Saintes ce vendredi. La municipalité lance un appel à la solidarité pour loger les sinistrés. » C'est monté tellement vite. Pourquoi est-ce que ça monte aussi vite cette année, quoi ? Parce que d'habitude, on a le temps de voir venir. Enfin, ça monte pas comme ça d'un seul coup de 30 cm. C'est plutôt 13 cm. On n'a jamais vu ça. On l'a pas mal vécu. On le vit mal quand on a une coupure, par exemple, de gaz, parce que effectivement, là, c'est problématique, parce que du coup, la maison, elle n'est pas chauffée. Enfin, si on est chauffé au gaz. Hein. Sincèrement, on peut s'adapter et trouver des solutions, quoi. Parce que cette contrainte de coupure de gaz a été vite palliée une fois qu'on a appelé la cellule de crise et qu'on a signalé aussi qu'on n'était pas les seuls à vouloir rester, parce qu'il y avait des personnes âgées qui voulaient rester aussi. Ils étaient vraiment à la limite, hein. Il y avait 2 cm avant qu'ils aient de l'eau dans leur maison, mais hors de question pour eux de sortir, de partir. Trop attachés à leur maison, et puis ils ont déjà vécu plusieurs inondations, c'est ce qu'ils nous expliquaient. Oui, ils étaient trop attachés, ils me disaient, mais moi, nous on a l'habitude, on est toujours restés, pourquoi est-ce qu'on partirait aujourd'hui ? Voilà, ils sont dans leur confort de vie, ils ont leurs repères et ils n'ont pas envie d'être perturbés par ça. Finalement, ça fait partie de leur quotidien. Tous ceux, de toute façon, qui étaient plein pied, ils ont subi toutes les inondations. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les 3/4, je ne connais pas un voisin qui a une installation électrique basse, quoi. Au fur et à mesure des années, je pense que les maisons, elles ont été refaites, réaménagées de manière à ce que ça soit en hauteur. Par rapport à la sécurité qu'on a, nous, c'est que la maison est surélevée. Donc on a 8 marches avant, et on a une cave qui est suffisamment haute et qui est bien construite, parce que les anciens avaient bien aménagé les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du sable, on a une allée en fait en ciment, et de chaque côté, c'est du sable. Ça veut dire que quand ça inonde, du coup, on a l'eau qui descend progressivement et on n'a pas besoin de pomper pour enlever l'eau. Ça n'avait jamais arrivé, parce que disons, si mon beau-père a fait cette maison en 1936, et si 20 ans avant ou dans ces environs, il y avait eu une inondation, il ne l'aurait pas fait où qu'elle est là, il l'aurait fait un peu plus haut, quoi. Joël Poitou a lui connu la tempête Xynthia lors de l'hiver 2010, depuis sa maison à la Pérotine, à l'est de l'île d'Oléron. La nuit de la tempête, l'eau s'infiltre chez lui et provoque des dégâts matériels. Quelques mois plus tard, l'État décrète des zones noires, non habitables, où les maisons sont rachetées à prix d'or pour être détruites. La maison de Joël est dans l'une de ces zones, mais sa femme et lui n'ont aucunement envie de partir de chez eux. On devait nous virer parce qu'on était en danger de mort. Bon, enfin, nous prouver qu'on était en danger de mort. Disons donc que c'est le seul endroit, partout que c'est inondé, que les pompiers ne sont pas intervenus.
On a subi, mais bon, ben, ça a été... Le traumatisme, c'était jusqu'à 1 an et demi après qu'ils voulaient vraiment nous virer de la maison. On a quand même une vraie conscience chez ces habitants du caractère submersible de la zone sur laquelle ils habitent. Et ça explique en grande partie le fait qu'il n'y ait pas eu de panique. Thierry Sozo, professeur d'histoire moderne, membre du CRIAM et de la Fédération de recherche pluridisciplinaire. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et d'études sur l'adaptation des sociétés littorales au risque de submersion et d'érosion. Il est la référence scientifique et historique de tout événement lié à Xynthia, entre autres. Et puis, il connaît bien Joël Poitou. Ces personnes sont habituées à travailler avec la mer. Il ne s'est pas précipité sur son horaire des marées pour regarder à quelle heure la mer était haute, mais il le savait à 10 minutes ou à un quart d'heure près. Et donc, lorsque la mer est arrivée dans la maison, il savait qu'elle ne monterait pas beaucoup plus haut, quoi. Ce qu'on peut constater historiquement parlant quand on s'intéresse à la tempête Xynthia, c'est qu'elle n'est pas un phénomène unique. Elle est certainement un phénomène égalé dans un temps historique pas très ancien. Mais en revanche, ce qui diffère, c'est l'état des équipements, des aménagements collectifs. Je parle de digues, je parle d'écluses, même du chenal d'entrée ici, puisqu'on est à proximité du chenal de la Pérotine, qui lui n'était pas du tout dans la même configuration qu'en 2010. Mais en réalité, il n'y avait pas d'entretien sur ces équipements. Je me suis marié, je suis venu habiter Boyarville. La maison, c'est la maison que mon beau-père a construite. Ma femme est née ici. Donc, c'est une maison qu'on ne voulait pas du tout abandonner. C'est certain de penser que le lien affectif est démontré. Et pour la plupart des autres maisons qui sont restées debout et dont les gens ont refusé la vente en dépit du fait qu'ils étaient classés en zone noire, c'est le même phénomène qui a joué, hein. Tous les gens qui n'ont pas voulu vendre, c'est parce qu'ils sont attachés à ce bien. Et en grande partie parce qu'ils sont d'ici, quoi. Disons, quand ils sont venus pour visiter la maison, pour voir ce qu'on avait comme refuge, il m'a dit « Ah, mais oui, mais en haut, il faut vous faire des vasistas pour vous électroyer. Tu croyez-vous que si on a les pieds dans l'eau en haut, hein, il n'y aura plus d'île, hein ?» Il y a quantité de facteurs qui vont expliquer la survenue d'une submersion marine. Et pour arriver à les aligner d'une manière, on va dire, dramatique et que la submersion marine qu'on a vécue en 2010 se réédite, on pourrait dire, si on était face à des jeux de hasard, il faut avoir vraiment de la malchance, quoi. Donc ça veut dire que la question du changement climatique et de la force et de la puissance des tempêtes, etc., elle doit être associée à l'effet chance ou malchance, que tout ça survienne à un moment où la marée est haute et où on a en plus des coefficients de marée prédits qui soient dramatiquement corrélés avec la question de la tempête, de la basse pression, etc. Donc tout ça est effectivement rend pas automatique la réédition d'un phénomène comme Xynthia. La nuit des territoires, territoires sensibles. Nous sommes toujours en direct de Chauvigny avec Cyrielle Potin. Vous êtes architecte. On vient d'entendre ce sujet sur le fait d'habiter en zone à risque. J'imagine qu'il y a des réglementations assez strictes à respecter lorsque l'on construit en zone à risque. Tout à fait. On constate depuis une trentaine d'années que les catastrophes naturelles sont de plus en plus récurrentes et de plus en plus rapprochées. On peut le voir là depuis 2-3 ans, on a 1 à 2 événements dans l'année qui se produisent. Donc voilà, ça devient vraiment quotidien au niveau des catastrophes. Et on met en place en fait tout un système de réglementation pour pouvoir prévenir les risques dans les zones sensibles. Donc on va avoir une réglementation par exemple au niveau des inondations. On met en place en fait un plan de prévention des risques inondations, le PPRI, ce qu'on appelle dans le langage du quotidien chez nous, qui va nous imposer en fait par exemple de surélever les bâtiments pour permettre l'écoulement des eaux sans que la maison n'inonde ou ne soit emportée et éviter les risques de noyade. On va aussi mettre en place des protections collectives, des actions collectives en mettant en place par exemple un système de digue pour éviter en cas de débordement ou de grande marée que l'eau ne pénètre sur les territoires et n'inonde justement des secteurs complets. On peut aussi modifier la structure du territoire tout simplement aussi. On peut
mettre en place en fait différentes approches en fait pour protéger les populations et leur permettre d'habiter dignement dans une zone à risque, mais minimiser les risques au maximum. On voit dans ce sujet que Karen et Joël, eux, ça ne les dérange a priori pas du tout d'habiter à cet endroit, qui s'y sont habitués, qui sont tellement attachés à leur logement, qui se sont habitués à vivre avec ces risques. Et Karen dit même qu'elle a aménagé son intérieur pour pouvoir faire face aux inondations qui arrivent à peu près tous les ans à Saintes. Tout à fait. En fait, la définition du mot habitat, en fait, c'est un milieu géographique, je cite, qui réunit les conditions nécessaires à l'existence de l'espèce animale ou végétale. Là, en fait, c'est une adaptation. Cette habitante, elle a réussi justement à adapter son habitat de façon à ce qu'elle ne soit plus gênée en cas d'inondation dans son quotidien. Et donc, du coup, elle a réussi à rendre en fait son logement, son habitat, son territoire habitable et propre à la destination. Et on sent aussi que pour elle, c'est quelque chose qui crée une atmosphère particulière. Est-ce qu'on peut aimer, voire rechercher habiter dans ces zones à risque? Alors, ça rebute la plupart des gens, mais est-ce que certaines personnes sont attirées par le fait de vivre dans des zones dangereuses? Alors, l'envie d'adrénaline, c'est probable. Après, c'est pas quand on recherche en fait une qualité de vie, on recherche une qualité de vie, on ne cherche pas à habiter dans un mode dégradé, donc on essaye de rendre l'habitat propre à l'habitation, donc c'est pas quelque chose qu'on recherche particulièrement. Par contre, on a des enjeux qui sont pas les mêmes quand on veut par exemple habiter en littoral. On sait que nécessairement il y a des risques de marée, de tempêtes, d'inondations qui sont plus importants, et parfois le jeu en vaut la chandelle malgré le risque qu'on prend. Et effectivement, c'est peser le pour et le contre du risque par rapport aux bénéfices en fait, qu'on va en tirer. Et peut-être la sociabilité aussi que cela crée au moment des inondations, par exemple. Là, l'effet, je perds mes mots, de solidarité qu'on va trouver et créer des liens en fait vraiment spécifiques avec son entourage. Effectivement, c'est quelque chose qui se crée. Après, je pense pas que ce soit quelque chose qui se recherche à la base. C'est quelque chose qui se crée avec le temps à cause ou grâce, dans ce cas-là, aux catastrophes naturelles qu'on peut rencontrer. Oui. Est-ce que ces derniers temps, ces dernières décennies, on a un peu oublié les spécificités architecturales ancestrales, c'est-à-dire comment construire un habitat adapté à la géographie et au climat où on est? Est-ce que l'uniformisation de l'architecture a renforcé le danger en fait, que peuvent courir les habitants? C'est probable, effectivement. Après, les conditions météo ont évolué aussi, donc il a fallu évoluer les techniques constructives. Mais effectivement, il y avait... c'est dans la composition et dans l'implantation des bâtiments, dans la façon dont on est orienté, la façon dont les techniques constructives étaient... on ne construit pas juste pour construire, effectivement, on construit en fonction du contexte et des contraintes. Et effectivement, nos ancêtres construisaient logiquement, pas juste pour le fun. Donc après, effectivement, la mondialisation des techniques de construction des matériaux fait qu'effectivement, on a une inadaptation parfois qui rend le territoire plus sujet justement à ces problématiques-là. Merci beaucoup Cyrielle de nous avoir éclairé sur nos manières d'habiter. Merci François. Merci Justine. Et pour clore cette émission de la Nuit des Territoires, nous allons maintenant écouter une création sonore de Christophe Havard, une pièce qui s'appelle « D'un autre côté du portail ». Alors cette pièce, je vais en parler un petit peu, cette pièce est une composition instrumentale, vocale et électro-acoustique, nourrie par des textes, des prises de son ou encore l'utilisation du piano. Elle a été réalisée cet été au centre de Beauvoir, à côté de Poitiers. Le centre de Beauvoir, c'est un peu le cousin du Bois de Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent, mais pour les petits. Un lieu de découverte et d'expérimentation qui contribue à l'éveil sensoriel des enfants de moins de 6 ans, qui les sensibilise à l'environnement et développe leur autonomie et leur imaginaire. Outre les salles thématiques, la cuisine pédagogique, le jardin et la basse-cour, entre autres, le centre de Beauvoir est aussi doté d'un instrumentarium et d'installations sonores de plein air, des conditions tout à fait appropriées pour un créateur sonore comme Christophe Havard. Voici d'ailleurs ce qu'il en dit. Je le cite. «
Durant mes 2 journées au château de Beauvoir, ce qui m'a le plus frappé, ça a été la grande attention de l'équipe portée vers les enfants. Elle met tout en œuvre pour que l'imagination, la joie, la découverte et le respect de l'autre soient au rendez-vous. Je retiens notamment l'accueil des petits êtres par les femmes et les hommes, alignés de chaque côté du gros portail grinçant et qui annoncent que le spectacle va commencer. Il y a une richesse d'approche sensible qui stimule la curiosité des enfants. Je les ai vus cuisiner du pain, nourrir des animaux, jouer sur des instruments résonnants qui sont répartis sur tout le domaine, assister à un envol de pigeons, écouter des histoires de princesses. Dans ce Hörspiel, c'est-à-dire une musique des mots, des espaces et des choses, j'ai utilisé les sons du château auxquels j'ai également ajouté le piano et la voix chantée. Ces écritures instrumentales et vocales me permettent de prendre un peu de distance, d'apporter une surface de rêve et d'évoquer mon souvenir d'un état planant dans lequel j'étais alors dans ce château. Alors, pour information, cette pièce a été réalisée avec l'aide d'Athénor, Centre national de création musicale basé à Saint-Nazaire, nomade par conviction et ouvert à tout type d'expérience créative. On écoute tout de suite d'un autre côté du portail. Jouer. Explorer. Rêver. Oui, dis que ça écouter.
La princesse, elle est pas là. Pardon. Et moi. Voilà. J'ai regardé la nacelle. Oh, je suis prête. Je suis confiante. Le château est derrière moi. Les petits dorment. Ce bois m'attire, je vais y rentrer. Le château guette, il est derrière moi.
C'était d'un autre côté du portail de Christophe Havard. Personnellement, j'y étais. Il est presque 22h. C'est l'heure de refermer cette nuit des territoires. L'espace Mendès France remercie chaleureusement le kiosque pour son accueil, la mairie de Chauvigny, la communauté urbaine de Grand Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine, l'université de Poitiers et bien entendu les auditeurs. Merci à tous pour votre attention et bonne fin de soirée.